Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester en direct de la télévision du Monde. L'heure est à l'information. Bienvenue au 13h. Donc voici les titres. À la une de l'actualité, session parlementaire du mois de novembre, les travaux ont officiellement été ouverts à l'hémicycle des Verts d'Ongwa-Ikele par Kavaye Yege Dibril, président de la Chambre basse du Parlement. Cette session qui dure un mois est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet d'ordre Finances 2020 et marque également la fin de la 9e législature. En santé, la couverture santé universelle préoccupe les directeurs de la planification, des ministres de la santé publique venus de plusieurs pays en Afrique. Décryptage de ces travaux ouverts depuis lundi dernier par le docteur Manaouda Malachi dans ce journal. Et puis à l'international, blocage autoroutier entre l'Espagne et la France. Les actions se poursuivent. Quelles perspectives de solution? Éléments de réponse dans cette édition de l'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue dans cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Ouvrons avec cette session parlementaire du mois de novembre. Les travaux ont officiellement été ouverts à l'hémicycle des Verts de Ngwa-Ikele par Kavaye Yege Dibril, président de la Chambre basse du Parlement. Cette session qui dure un mois est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet d'ordre Finances 2020. Elle marque également la fin de la 9e législature. Il sera question pour les députés de passer en revue et de voter des projets les projets soumis à leur attention par le gouvernement. Intéressons-nous cette fois-ci aux enjeux de cette session parlementaire qui débute aujourd'hui, marquant la fin de la 9e législature. La session parlementaire du mois de novembre nourrit de nombreux rapports et créera un climat sociopolitique au Cameroun. Reportage Yves Sandio. C'est donc conformément au calendrier législatif au Cameroun qui prévoit 3 sessions ordinaires du Parlement, celles du mois de mars, de juin et de novembre, que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavaye Yege Dibril, a convoqué pour le mardi 12 novembre 2019 à 11h précises les députés de la nation pour prendre part à la session du mois de novembre, laquelle pourrait s'avérer décisive, s'inscrivant dans la foulée du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État Paul Biya et tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. S'il s'agit en priorité d'une session consacrée à l'examen et l'adoption du budget de l'année 2020, certains spécialistes précisent que cette session parlementaire devrait donner une meilleure lisibilité de l'enjeu politique et économique des 12 prochains mois. Dans ce sens donc, l'enveloppe allouée à l'organisation des scrutins municipaux, législatifs et même régionales pourrait être revue à la hausse ou confortée en vue de la tenue de ces élections locales projetées pour le mois de février 2020. Outre une année qui s'annonce électorale selon des analystes politiques, la session du mois de novembre devrait également permettre d'avoir des clartés sur les propositions qui ont été faites au cours du grand dialogue national et relatives à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Sera donc scruté de près le contenu à donner au statut spécial à conférer aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, à défaut d'un coup de théâtre, une modification de la Constitution. Le président Paul Biya ayant très souvent indiqué les cadres réglementaires institutionnels et constitutionnels relatifs au traitement de ce type de dossier. Il s'agit donc d'une session du mois de novembre de 30 jours qui sera fortement scrutée par les observateurs avisés, des acteurs politiques et économiques. Convocation électorale en vue du double scrutin prévu pour le 9 février 2020. La classe politique accueille favorablement cette décision présidentielle à Douala. D'ailleurs, notre reporter Yves Sandio est allé à la rencontre de certains acteurs politiques à ce sujet. Reportage. La convocation du corps électoral en vue des élections municipales et législatives prévues le dimanche 9 février 2020 n'est pas une surprise pour des leaders politiques établis dans la métropole économique du Cameroun. Pour Jean-Jacques Lenguemalapa, maire du 1er arrondissement de la ville de Douala et par ailleurs président de la section RDPC Vouri 1, l'on avait donc déjà peaufiné la stratégie en vue de ratisser large dans la perspective de ces échéances électorales. Nous sommes particulièrement sereins parce que, une fois encore, le président de la République
a démontré toute la légalité, n'est-ce pas, dans sa fonction. Et comme nous le savions tous, le délai ultime pour convoquer le corps électoral, c'était, je crois aujourd'hui, le 11 novembre 2019. Il a fait, une fois encore, et comme je le disais, il a démontré toute la légalité républicaine, n'est-ce pas, due à sa fonction. Nous ne sommes pas surpris et bien entendu, nous du RDPC, nous avions déjà commencé à nous préparer en attendant les directives de la hiérarchie du parti pour que nous nous mettions véritablement en branle. Même son de cloche au sein du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale de Serge Expoir Matomba, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Cette formation avait depuis belle lurette engagé l'opération d'enrôlement des candidatures dans la perspective de ces consultations annoncées. Le PURS va présenter des candidats dans plusieurs communes au Cameroun et dans plusieurs départements. Le PURS ne peut pas se prévaloir d'avoir une force suffisante pour aller dans les 360 communes. Je l'ai dit, l'idéal aurait voulu que nous puissions retrouver une paix totale. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais aidé. Si nous sommes rendus aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que certains ont estimé à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas participer aux échéances. Et aujourd'hui, on a un Parlement qui appartient plus ou moins à une seule force politique. Au sein du QG de Franklin Differ Afenoui, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et président national du Programme national pour la paix au Cameroun, la convocation du corps électoral en vue de ces élections locales au Cameroun n'est pas une surprise. D'ailleurs, la formation politique de cet homme de foi avait déjà engagé des opérations de ratissage sur le terrain. Moi, je veux aller dans les élections. Je ferai part de ces élections. On va participer. Parce qu'on se préparait depuis pour participer dans les zones où on juge importantes pour participer. Donc, nous, on est prêts depuis. On se prête parce qu'on veut participer. Donc, mais avec un cœur qui est un peu vraiment inquiet de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Pour Carlos Ngualem, adjoint au maire du 5e arrondissement de la ville de Douala, par ailleurs cadre du Social-Démocratique Front, la convocation du corps électoral précède une stratégie savamment mise en œuvre par le Parti de la Balance au sein de cette circonscription électorale. Nous préparons notre projet communal depuis des lustres. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de couvrir nos activités et constater que nous sommes régulièrement sur le terrain pour communier avec la population, pour travailler avec elle sur les problèmes auxquels elles sont confrontées, notamment les problèmes des routes, les problèmes d'enlèvement des ordures ménagères, la fiscalité locale et bien d'autres préoccupations qui sont exprimées par nos populations tous les jours. Pour ce qui est des préalables liés à la réforme du code électoral ou tout simplement la crise anglophone, posée comme condition préalable à la tenue des prochaines échéances électorales au Cameroun par certaines formations politiques, au sein du parti du Flambeau Ardent, l'on soutient que ce double scrutin annoncé s'inscrit strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Le dialogue national initié par son Excellence M. Paul Biya, présidé par le docteur John Gouté, Premier ministre, va probablement conduire vers des résolutions qui, comme nous pouvons le constater, au lendemain, n'est-ce pas, de ce dialogue national-là, désamorcer, n'est-ce pas, les tensions dans ces différentes zones, chez nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. De manière unanime donc, les leaders politiques dans la ville de Douala entendent de jouer leur partition pleinement au cours de cette élection municipale et législative au Cameroun. En santé, la couverture santé universelle préoccupe les directeurs de la planification des ministères de la santé publique venus de plusieurs pays d'Afrique. Les travaux ont débuté depuis lundi dernier à Douala, présidé par le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Reportage Jean-Germain Yetna à Haoulouatat. Des populations ont-elles accès aux services de santé? La qualité de service qu'offrent les formations sanitaires est-elle à la hauteur pour des résultats positifs escomptés? La demande de services est-elle croissante? Ou encore les services de santé en Afrique sont-ils résilients pour faire face à une situation d'urgence, à l'exemple d'une catastrophe naturelle?
ou encore d'une épidémie, des questions de santé et bien d'autres encore, au cœur d'une réflexion importante des directeurs de la planification, des ministères de la Santé, venus de plusieurs pays d'Afrique, présidé par le ministre de la Santé camerounais, le docteur Manaouda Malachi. Des assises ouvertes ce lundi 11 novembre 2019 à Douala rentrent dans le cadre du 4e forum régional de renforcement des systèmes de santé pour la couverture santé universelle et des autres objectifs du développement durable liés à la santé. Nous avons parlé de la couverture santé universelle. J'ai décliné un peu au niveau du Cameroun ce que nous faisons en ce moment. Dans le cadre de la couverture santé universelle du Cameroun, nous sommes, j'allais dire, techniquement prêts. Il y a un certain nombre de préalables qui sont en train d'être étudiés par le gouvernement et nous pensons que le plus rapidement possible, nous pouvons avancer vers cette couverture santé universelle. Mais il faudrait comprendre que la couverture santé universelle ne va pas signifier tout de suite, si on l'avait dit aujourd'hui, la prise en charge, la couverture de la totalité de l'ensemble des populations. Nous allons y aller progressivement, mais l'objectif c'est que nous devons parvenir à couvrir l'ensemble des populations parce que l'objectif premier de la couverture santé universelle, c'est de permettre une vie saine et le bien-être à tous les âges de toute la population. Et si l'OMS parle des progrès sanitaires importants constatés ces dernières années à l'échelle mondiale, régionale et nationale, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît toutefois que les populations sont encore confrontées en Afrique à une série complexe de menaces interdépendantes pour leur santé et leur bien-être, allant de la pauvreté et des inégalités au conflit et au changement climatique. Vous savez ce que la couverture santé universelle, c'est la capacité d'un pays d'offrir des services de qualité à sa population, tout en s'assurant que la même population, pour accéder à ces services, il ne rencontre pas de difficultés financières. Donc il y a 3 axes dans la couverture santé universelle, c'est l'offre de services de qualité, les populations couvertes et la réduction des risques financiers en accédant à ces services. Et donc pour nous, c'est une réunion extrêmement importante parce que ça contribue justement à toute cette réflexion qui est en cours pratiquement dans tous les pays de la région africaine. Après Windhoek en Namibie en 2016, King Télé au Congo-Brazzaville en 2017 et Abidjan en Côte d'Ivoire en 2018, Douala au Cameroun accueille les travaux du 11 au 15 novembre 2019 pour permettre un accès à tous à des soins de santé de qualité, sans difficulté financière. Les jeunes du groupement Bangan décident de cultiver leurs terres occupées depuis plusieurs années par la CDC ayant cédé à la CTE pour la production du thé. Ils sont plus de 300 jeunes munis d'herbicides et de pulvérisateurs en vue de l'exploitation de cet espace cultivable au détriment de la CTE. Reportage. Nous sommes dans le groupement Bangan, village Zindong, à Banchoum, dans les Bambotos, région de l'Ouest Cameroun. Plus de 300 jeunes munis de pulvérisateurs et de herbicides sont à la quête d'un espace cultivable. Le village Banchoum étant réputé pour sa culture de pommes de terre de qualité, ces jeunes ont le regain d'espoir de produire d'ici le mois de mai 2020, si l'accord leur était donné, 12 000 tonnes de pommes de terre sur cet espace étendu sur plus de 300 hectares non cultivés et qui serait une propriété de la CDC concédée à la CTE pour la culture du thé. Au mois de mai, on va produire 12 000 tonnes de pommes de terre ici. Et ça va se ressentir sur le panier de la ménagère. Celui qui est à Douala, à Yaoundé, va ressentir cela. Nous demandons le soutien du président de la République pour qu'on nous laisse travailler en paix. Nous voulons juste travailler pour nourrir nos familles. On veut nourrir le Cameroun, on veut nourrir la sous-région Afrique centrale. Ces jeunes sont sortis aux premières heures de la matinée, chacun avec du matériel de labour. Mais malheureusement, cette mobilisation n'a pas du tout enchanté le directeur des plantations. Les gens de Bangan doivent être bien ici. L'État peut faire ce que vous voulez, vous demandez.
vote discute des deux villages entre Menoa et Bamboutou. Ce n'est pas à notre niveau. Les jeunes n'entendent pas s'arrêter et demandent l'indulgence du chef de l'État. Pendant plusieurs heures de négociations entre les populations et le directeur de cet espace cultivable, Mahamadou Karibou, descendu sur les lieux avec les forces de sécurité, pas d'entente, car, disent-ils, leurs parents ont été chassés il y a plus de 40 années du même espace. Toutes ces jeunes se sont réveillés et se sont décidés d'occuper cet espace qui ont été pris par la CTE. Dans les années passées, aujourd'hui, ils n'ont où aller et ils veulent exploiter ces terrains pour nourrir leur famille et pour nourrir toute la nation. Même les impôts sont payés dans la Menoa, pourtant implantés sur le sol du département du Bamboutos. Le combat continue pour ces jeunes qui sont dans l'espoir de cultiver, booster la production dans ce petit village de l'Ouest Cameroun. En sport, les Lions indomptables du Cameroun disputent une rencontre déterminante contre la Côte d'Ivoire cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre rentre dans le cadre de la 4e journée éliminatoire des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Des détails de cette rencontre avec Zobel Apollinaire Mbon. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus droit à l'erreur si elles veulent poursuivre l'aventure de ces éliminatoires qui pourront leur ouvrir la porte du grand rendez-vous de Tokyo en 2020. Cet après-midi, face à la Côte d'Ivoire, Alain Djumfa et ses filles devront tout donner pour venir à bout des Ivoiriennes. Sauf changement de dernière minute, le sélectionneur Alain Djumfa pourra aligner le même effectif qui est allé tenir tête aux Ivoiriennes à domicile, avec comme gardien de but la jeune Ange Baou. En défense, Estelle Johnson, Catherine Bengono, Fallon Mefumetu et Colette Nzana. Au milieu de terrain, l'on pourra retrouver Raissa Fedjo, Grace Ngok-Yango et Brigitte Omboudou. La ligne d'attaque, quant à elle, pourra être animée par Choute Njoya Adjara, Gabriel Aboudiongene, la capitaine, et Alexandra Takunda. Une défaite du Cameroun cet après-midi lui barrera la voie du 5e et dernier tour et va le contraindre à disputer un match d'appui contre le Chili. Une autre équation difficile à résoudre. Alain Djumfa et ses pouliches sont bien conscients de l'enjeu de la rencontre de cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Coup d'envoi 15h. À l'international, blocage autoroutier entre la France et l'Espagne. Les opérations se poursuivent pour en venir à bout. Élément de précision dans ce reportage d'Euronews. Ils ont passé la nuit sur l'autoroute reliant l'Espagne à la France avec pour slogan « La liberté pour les prisonniers politiques ». Pour ces centaines d'indépendantistes catalans qui bloquent l'autoroute dans les deux sens depuis lundi au niveau de la commune frontalière de La Jonquera, l'objectif est de rester 2 jours encore, quitte à risquer l'affrontement avec la gendarmerie française qui menace d'intervenir. Il y a des gens en prison qui vont très mal. Il y a des gens en exil qui vont très mal. Et nous restons dormir ici, ce n'est pas grand-chose. Nous verrons, comme le dit mon voisin de la camionnette devant, si quelqu'un nous écoute enfin, parce que personne ne semble nous écouter, ni l'Espagne, ni l'Europe. Nous sommes préparés pour 3 jours, c'est en principe la durée de cette action. Nous avons emmené de la nourriture, des sacs de couchage et des tentes. Les militants indépendantistes ont défié le froid dans une ambiance bon enfant et ont même dressé une scène pour que des artistes catalans viennent s'y produire. Leur revendication, que les dirigeants indépendantistes condamnés mi-octobre pour la tentative de sécession de 2017 soient libérés et amnistiés. La plateforme organisatrice baptisée Tsunami démocratique appelle la communauté internationale à faire pression sur l'Espagne. Les chauffeurs routiers bloqués sur l'autoroute sont priés de prendre leur mal en patience. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous sur la télévision du Monde.